Chapitre 33. Le piège à Cône. Il y avait une demi-douzaine d'hommes nature dispersés dans les grottes sur la côte est de la presqu'île, mais la plupart étaient de nouveaux venus. Ainsi que l'avait dit à Cône le Suédois Arne Björkman, c'était ou bien des Blancs persécutés par la persécution des Noirs en Afrique du Sud, et qui cherchaient un coin de la terre que la persécution des Noirs en Afrique du Sud n'eût pas encore atteint, soit des types qui avaient rompu avec la société mais qui n'arrivaient pas à rompre avec le sentiment de culpabilité qui les dévorait à cause de leur rupture avec la société. Ces névrosés étaient très mal vus. Il était question de leur interdire l'accès de la presqu'île parce qu'ils venaient équipés de sacs de couchage, rations PX, bouteilles thermos et tout un attirail de surplus militaire qui troublait fâcheusement la beauté sauvage du lieu et le sentiment de dépaysement idyllique que les touristes venaient y chercher. Les anciens venaient de faire une démarche à Papeete pour protester et avaient obtenu gain de cause. Désormais, pour devenir homme nature dans la presqu'île, il fallait déposer une demande, sur papier timbré, auprès de l'administration, obtenir une autorisation d'établissement et une carte professionnelle d'homme nature. Parmi les vrais de vrais, il y avait un certain Mahé, dont la grotte était située à moins d'1 kilomètre de la paillote de Cône. Bizien considérait Mahé comme un élément particulièrement intéressant de la couleur locale, parce qu'il était velu au point que son poil semblait faire partie de la végétation de l'île plutôt que de sa peau. Le guide Puccioni ne se lassait jamais d'évoquer devant les visiteurs les raisons tragiques qui avaient fait de Mahé cet ermite sombre et velu au bord de l'océan. Les propos de Puccioni variaient, mais, pour l'essentiel, demeuraient inchangés. L'idée, naturellement, venait de Bizien. Mahé, comme Cône à ses débuts, était devenu cet élément pittoresque du mythe contemporain, indispensable au bon fonctionnement du cinéma et de la littérature. Un ex. Tantôt un ex-stalinien, le cœur brisé par les événements de Budapest. Un ex-capitaine parachutiste de la guerre d'Algérie. Un ex-gaulliste, devenu membre de l'ex-OAS. Un ex-aviateur au Vietnam, qui souffrait de remords et vivait de privations et de mortifications. Un ex-idéaliste qui ne pardonnait pas à l'espèce humaine les déceptions qu'elle lui avait causées. Un ex-nazi, repenti, hanté par ses crimes, et qui demandait chaque matin pardon à la nature, en baisant les petites têtes des fleurs, qui lui rappelaient celles des enfants qu'il avait empêchés de naître. Ce dernier ex avait la faveur de Mahé lui-même, et, au bon moment, il sortait de sa grotte et allait baiser quelques fleurs sur la tête, ce qui provoquait toujours des crises de larmes chez les touristes de sexe féminin. Il souffre, disait Puccioni, brièvement. Cône, qui était lui-même un des plus grands spécialistes vivants du Hex, reconnaissait en Mahé, sinon son égal, du moins un frère d'armes digne d'estime. Ils passaient souvent de bons moments à se marrer ensemble. Mahé lui expliqua qu'il était en réalité un ex-chauffeur de taxi de Paris qui en avait eu assez de la circulation, et l'emploi d'homme nature qu'il avait pu obtenir grâce à son poil, et aussi grâce à l'appui d'une secrétaire de Bizien qui aimait ça, n'avait à ses yeux qu'un seul inconvénient. On voyait trop de monde. Pour les touristes allemands, il avait trouvé une variante de l'ex dont il était assez fier et que Puccioni exprimait dans un raccourci impressionnant. Il montrait aux visiteurs Mahé, tourné vers l'océan, et qui paraissait tourner ainsi le dos au monde et à son propre passé. On ne sait pas du tout qui il est, bien qu'on ait raison de croire. Un silence. Puis, fermement, regardant les visiteurs d'un air plein de sinistres sous-entendus. Une chose est sûre, ce n'est pas Bormann, le bras droit d'Hitler. Les faits étaient toujours des plus saisissants. Cône et Mahé se voyaient souvent, mais observaient l'un vis-à-vis de l'autre une discrétion parfaite quant à leur véritable identité. L'élégance entre professionnels consistant à ne jamais forcer l'imagination de l'autre à travailler inutilement, afin de l'aider à ne pas révéler son absence de mystère, et lui permettre de conserver ainsi son caractère énigmatique rafraîchissant, indispensable dans le métier de Picaro. Parfois Cône avouait qu'il avait mis au point la bombe à hydrogène française qui devait exploser dans l'atoll de Mururoa, et que, rongé par le remords, il était venu rôder comme un assassin sur les lieux du crime. Mahé répliquait qu'il était responsable de l'invention de la thalidomide, qui avait donné naissance à des milliers d'enfants difformes. Tout cela était exact. On est homme,
ou on ne l'est pas. Et lorsqu'on en est un, on est évidemment aussi tous les autres. Con savait bien que Mae n'était pas un ancien chauffeur de taxi, comme Mae savait que Con n'était pas Con, et cela suffisait à créer entre eux un lien d'estime basé sur cette connaissance réciproque essentielle. Dans un univers de plus en plus démystifié, la mystification devenait une hygiène indispensable, une respiration artificielle, en attendant la naissance de nouveaux grands mythes respiratoires. Le serpent de nylon se balançait doucement sur le pommier en plastique, cependant que les touristes écoutaient les explications du guide Puccioni. Ainsi, nous commençons à réaliser le rêve du grand roi Pomaré V, le traducteur de la Bible en tahitien, qui voulait faire de sa chère île une illustration vivante de son livre préféré. Le père Tamil vint les voir, une ou deux fois. Il fumait une pipe en compagnie de Con, pendant que ce dernier lui vantait la grandeur immortelle d'un beau cul de femme. Le dominicain faisait un petit geste indulgent d'approbation et repartait, après lui avoir laissé une de ses boîtes de délicieux bonbons, dont Con, qui avait un faible pour les sucreries, ne se lassait jamais. Une fois, avant de partir, après avoir écouté longuement Con chanter le houtou des rondeurs de Meheva, il lui dit simplement « Savez-vous, monsieur Con, que d'après Bovis, le matérialisme était pour les anciens Maoris une malédiction de Tefatu, qui signifiait l'anéantissement complet. Ce tamil était un vrai serpent, que Bizien aurait dû installer sur l'arbre, à la place de celui en plastique. Au moment de prendre congé, il fit semblant de cacher quelque chose, furtivement, sous sa robe. « Qu'est-ce que vous avez là ?»« Ça ? Oh, rien. Un journal. Vieux de 3 jours. » Con sentit la salive lui monter à la bouche. Mais non, il n'allait pas demander des nouvelles du monde extérieur. Plutôt crever. Ce serpent de dominicain lui fit un petit signe d'adieu sans même lui proposer de jeter un coup d'œil sur son journal. Con fut obligé de tendre la main. « Allez, laissez-moi ça. Je savais bien que vous étiez venu dans mon petit paradis terrestre pour l'empoisonner. » Le dominicain eut un léger sourire moqueur, aussi peu chrétien que possible, laissa le Figaro sur la table, se glissa au dehors et se faufila entre les cocotiers. Con passa une nuit affreuse. La première chose qu'il avait appris en ouvrant le journal fut qu'il avait encore fait une erreur de bombardement au Cambodge, détruisant un village ami, hommes, femmes et enfants. Il s'était trompé d'hommes, femmes et enfants. Ce n'étaient pas les bons. Il apprit ensuite qu'en Chine, avec les gardes rouges, il avait piétiné et achevé à coups de bâton une vipère de politiciens déviationnistes et rasé le crâne d'une célèbre actrice de l'opéra de Pékin qu'il avait accusée de révisionnisme. La fille s'était jetée ensuite du 11e étage d'un immeuble. C'était quand même un bon point pour la Chine de Mao. Cela prouvait qu'ils avaient là-bas des immeubles de 11 étages. Au Brésil, il avait provoqué des inondations meurtrières, plus de 1000 morts et disparus. À la 4e page du journal, Con apprit qu'il se reproduisait beaucoup trop vite. Du train où il allait, la Terre allait bientôt crouler sous le poids de 4 milliards d'habitants. Tout le monde lui avait toujours dit qu'il baisait trop. Il avait également fait trembler la terre au Chili et assassiné une vieille femme à Paris pour lui voler 30 francs. À Lyon, en vrai père dénaturé qu'il était, il avait battu à mort sa fillette âgée de 3 ans. Par contre, en Allemagne, il avait découvert un nouvel engrais qu'il suffirait de mélanger aux sols les plus arides pour le rendre fertile. Les Juifs allaient enfin devenir inutiles. Il apprit également qu'il laissait des milliers de gens crever de faim en Inde et qu'il avait exterminé, au Nigeria, 20 000 hommes, femmes et enfants d'une tribu rivale. À une génération à peine de l'an 2000, l'expression « les femmes et les enfants d'abord » prenait ainsi un sens tout à fait nouveau et inconnu de nos vieux capitaines. Il lut aussi qu'il menaçait son frère Océan, d'une espèce humaine future, en déversant des millions de tonnes de mazout dans les eaux, et qu'il empoisonnait l'air des villes par l'oxyde de carbone. Par-dessus le marché, il avait refusé de louer une chambre à un étudiant, parce que celui-ci avait la peau noire. Con souffrait. Il avait mal dans tout son corps, du pôle sud au pôle nord, et de l'est à l'ouest.
Il se bourra de cachets d'aspirine et chercha refuge au milieu de la nuit entre les cuisses de Maeva, qui murmura « Dis donc, conne, il y a des moustiques ici » et ne se réveilla même pas. Il ressentait une impuissance que ses prouesses viriles ne faisaient qu'accentuer. Les hommes s'étaient trompés de virilité. Il s'y remit encore une fois, cependant, et fut assez content de lui. Au fond, il avait une très forte vie intérieure. Au matin, il avait si mauvaise mine que Maeva, sans mot dire, prit un air sévère et sortit sa bouteille d'huile de ricin. Con se mit à gueuler. Il avait au moins une chose en commun avec Gauguin, les hémorroïdes, et le toubib lui avait expliqué que c'était là le résultat de toutes ces purges que Maeva lui administrait. Justement, un peu avant l'arrivée des touristes, il fut pris de douleurs épouvantables à l'anus, un véritable coup de poignard. Il y alla, du doigt, sentit un obstacle très dur, plongea adroitement et retira, non sans pousser un glapissement de douleur, un corps étranger. « Con, qu'est-ce qu'il y a ?» Con regardait avec étonnement le minuscule objet métallique, pas plus grand qu'un grain de riz, qu'il avait retiré de son cul. Il n'avait pas la moindre idée de ce que cela pouvait être. Une chose était sûre, quel cul c'était depuis 2 ans les efforts incessants qu'il avait faits pour se purger, physiquement et autrement. Cet objet qu'il venait d'évacuer n'était ni le monde, ni lui-même, bien que la phrase immortelle de Hamlet lui revint à l'esprit. « Ô Seigneur, on pourrait m'enfermer dans l'écorce d'une noix, et je me considérais encore comme roi de l'espace infini. » Mais Eva à son tour tâta l'objet prudemment. « Qu'est-ce que ce truc-là ? Si c'est là, c'est que je l'ai avalé. » Il regarda le petit machin métallique fixement. Un soupçon affreux remua dans son esprit. Il devint blême. « Oh, Jésus !» murmura-t-il à demi défaillant. Il courut dehors, saisit une noix de coco et écrasa la bille d'un seul coup contre un rocher. Un coup d'œil lui suffit. C'était un émetteur VHF, miniaturisé. Un de ces hameçons que les polices modernes font avaler à ceux qu'elles veulent suivre pour être sûres de ne jamais perdre leurs traces. Cette saloperie électronique pouvait lancer ses ondes à 3 kilomètres de distance, et parfois bien plus loin encore. On mettait aussi des micros dans les olives des martinis, des stéthoscopes dans les murs. Il l'avait retrouvé. Il savait qui il était. Voilà pourquoi le gouverneur lui-même n'avait pu s'empêcher de le saluer. Mais qui, où, comment avait bien pu lui faire avaler ce gadget de malheur ? Un instant, une idée vraiment atroce s'agita dans son esprit, et il jeta un regard soupçonneux à Maeva. Mais déjà il savait la vérité. Nom de Dieu, les bonbons, le dominicain, c'est une barbouze. Il se rua sur la boîte de bonbons que Tamil lui avait laissée. Il lui en apportait une nouvelle chaque fois qu'il venait. Il restait encore une vingtaine de bonbons. Con en saisit un et l'écrasa. Le VHF miniaturisé répandit sur le rocher ses boyaux électriques. Con voulut s'asseoir, mais ses jambes se dérobèrent sous lui, et il tourna de l'œil.